je commence ma série de rencontres avec une grande dame qui croit aussi en l'impossible, c'est Susanna Sabino. Et c'est une rencontre. J'ai nommé ça les rencontres flamboyantes parce que j'ai remarqué que les lecteurs qui lisaient le livre Les Flamboyants Bleus, souvent, ça les ramenait à leurs propres histoires, à leur propre vie. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une espèce de série qui n'est pas du tout une interview, qui est plutôt ça va être un échange, une rencontre. Et aujourd'hui, c'est Susanna Sabino. On va commencer par les présentations. Eh Je bien, t'en moi, je suis prie. très contente d'être là aujourd'hui. Et je suis Susanna Sabino, j'ai 57 ans, j'ai 3 enfants et je suis l'auteur du livre Ma vie pour deux, qui relate un peu ma vie d'aidante auprès de Philippe Croison, qui est un personnage très, très atypique, comme on dit, et qui a mené beaucoup d'aventures et avec lequel, aujourd'hui, je continue à mener des aventures. Et pour revenir sur moi, j'ai voulu écrire ce livre pour apporter une visibilité sur les 11 millions d'aidants de France qui sont pas reconnus et qui font un travail de fou auprès de leurs personnes handicapées, malades ou de leurs enfants handicapés. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre et il m'a énormément apporté aussi à moi d'écrire ce livre parce que j'ai pu me redécouvrir aussi parce que quand on est aidant finalement on s'oublie et aujourd'hui j'ai pu revoir mes priorités de vie tout en donnant toujours autant mais en pensant aussi un petit peu à moi. Oui. Et Susanna, tu es aussi d'origine surtout portugaise. Je sais pas. Et oui. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés en fait, toi et moi? C'est marrant, je sais même plus. Eh bien, je vais te dire, en fait, j'ai un ami qui s'appelle Victor Rodriguez, qui un jour on s'est changé comme ça de la musique portugaise, parce que lui aussi il est portugais, et il m'envoie ton clip de Lisbonne, enfin Lisboa, Cheira bem, Cheira Lisboa, et j'ai adoré cette chanson. Et du coup, j'ai fait connaissance après avec toi au travers des autres clips et des autres chansons que tu faisais. Et j'ai adoré tout l'album. En fait, à tire d'aile, je l'ai adoré, je le chante tout le temps. Et quand je reviens du voyage du Portugal, eh bien, c'est Wendy que j'écoute. Ah, merci. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que je suis chanteuse, mais je suis aussi psychologue de formation. Et j'ai une histoire incroyable avec la communauté portugaise au travers du clip de Lisboa, qui m'a amené un amour d'ailleurs incroyable de la part de la communauté portugaise, un amour dont je manquais parce que mon grand-père est décédé en 2005. Et ce qui m'a amené notamment à écrire ce livre que tu m'as fait l'honneur de lire. Merci d'ailleurs de l'avoir lu. Et Magnifique livre qui nous invite à aller à la recherche de ses origines, de tout notre passé en fait, parce qu'on voit des personnages. Souvent, on ouvre un album à la maison, mais on ne connaît pas vraiment les personnages qu'il y a dedans, on ne sait pas leur vécu. Et là, avec ce livre, ça m'a donné envie d'aller découvrir mon passé, enfin le passé de mes parents, le passé même de mon grand-père. Et je commence tout juste, mais je commence à voir des choses qui, j'étais loin de me douter que ça se passait comme ça. Alors, mais c'est génial. Moi, c'est- j'adore ça parce qu'en fait, c'est vraiment le but, un des buts. Pourquoi enfin, le but premier de mon livre, c'est moi, c'était une espèce de décharge émotionnelle, d'une libération émotionnelle pour moi, mais de le déclic de le partager avec le plus grand nombre. C'était une des raisons. C'était vraiment pas que partager la résilience, parce que c'est ce que tu as voulu aussi toi partager dans le livre, pas que celle de Philippe, mais la tienne aussi, ta résilience et tes ressources et ta vision du monde que j'ai adoré. Mais un début, c'était vraiment d'inviter tout un chacun à aller creuser dans des trésors familiaux. Puis c'est pas que creuser, c'est aussi pouvoir se comprendre soi-même, comment on fonctionne aussi, tout ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on va choisir de porter, pas porter. Et je trouve ça beau parce que dans ton livre, donc c'est aux éditions Artaud, je me trompe pas, c'est oui, c'est ça? ça. Ouais. Donc c'est Ma vie pour deux. Et j'aime bien parce qu'on découvre. Et moi, je t'ai découverte en premier avant l'homme public, je t'avoue. Je pense que j'ai découvert l'homme public au travers de toi. C'est ça qui est comique. Et puis, et je trouve ça intéressant de notre rencontre pour le livre, pour tes origines portugaises. Est-ce qu'on peut revenir déjà à ta petite enfance? Parce que tu m'as fait penser, toi, quand j'ai lu ton livre, aussi par moments à Angélique dans Les Flamboyants Bleus, à d'autres moments à mon père dans Les Flamboyants Bleus. Parce que finalement, tu as des histoires similaires, pas que des origines portugaises, mais tu as aussi des histoires très similaires, je trouve. Oui, alors j'ai un parcours d'enfance qui n'est pas triste. Hein. C'est pas comme ton père a connu. C'est vrai que quand on lit le livre, on est avec les personnages à côté. C'est triste parce qu'il y a des périodes où ils se retrouvent un petit peu
tout seul, il comprend pas parce qu'il est petit, donc on peut pas comprendre toutes les choses quand on est petit. Et puis en grandissant, il va s'apaiser parce qu'il va mettre des mots sur ses mots. Et donc il va pouvoir s'épanouir après et rencontre Sarah, ta maman, derrière, qui fait que c'est une très belle histoire, c'est une vraie romance en fait. Il C'est y en a vraiment deux. magnifique, Sarah. Il y a- Oui, il y en a deux, parce qu'il y a celle d'Angélique, et il y a celle de ton père, Xavier, Mhm. qui sont de très belles histoires et qui méritent vraiment même d'être mis en film, tellement les histoires sont belles. Et Et ça, c'est mon rêve. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je ne sais pas faire des choses qui n'ont pas de sens. Et je pense que toi aussi. Par exemple, j'ai fait de la musique parce que ça a du sens. Je raconte mes histoires familiales. J'ai eu comme une urgence à un moment donné de me mettre dans ma bulle, de faire ce livre. Et là, il y a mhm. comme une urgence bizarre de faire le film. Et je suis cette espèce de drôle d'envie. Et j'ai l'impression que toi aussi, dans ta vie, tu suis cette drôle d'envie avec une foi à l'impossible. Mais comme Angélique petite, moi, j'ai retrouvé l'aînée d'une fratrie qui doit faire, qui doit aider, avec une énorme empathie pour l'autre et une très grande intelligence émotionnelle, toute petite, je pense. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais une énorme intelligence émotionnelle au point où je te Alors, suspecte, moi, d'être HP? non, on m'a jamais dit ça. Mais il est sûr que je suis empathique, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un souffrir, je souffre avec elle. Donc, c'est très problématique, mais en même temps, ce sont des sentiments qui sont tellement beaux qu'on est je les vis au travers de ça. Et puis j'ai une fille qui est comme moi, qui quand elle voit quelqu'un souffrir, bah, va l'aider. Elle s'en Mhm. fout complètement. Hein. Ça peut peut-être même des fois la mettre dans l'embarras, mais on aide parce que on est fait comme ça. On n'aime pas voir nos, nos amis, nos proches dans l'embarras ou une personne qu'on voit dans la rue dans l'embarras. On aide et on se pose pas Mais de questions. C'est comme ça. est-ce que c'est pas normal? Est-ce que dans notre société, on n'a pas enlevé ça? Je me disais, par rapport à ton livre, est-ce que, non, en même temps, pour une personne qui est porteuse de différences, quelle qu'elle soit par rapport à la société, il y a de plus en plus d'innovations qui vont aider cette personne. Et en même temps, cette société qui est de plus en plus individualiste, de plus en plus fermée, de moins en moins sensible à l'autre, ce qui ne serait pas ce qui est contre notre nature. Enfin, je sais pas, parce qu'on parle d'hypersensible, moi je parle d'HP parce que je suis diagnostiquée petite. Et puis j'aime pas du tout les étiquettes et du coup je me suis un peu éloignée de cette étiquette-là. J'ai dû un petit peu la rencontrer de nouveau pas quand ma fille est née, moi. Mais ça va aussi avec une espèce d'hypersensibilité qui n'est pas une sensiblerie, qui est une empathie de ressentir l'émotion de l'autre. Et on doit apprendre nous en fait à discerner ça c'est l'émotion de l'autre, c'est pas la mienne. Mhm, Mais tout à fait. qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je peux et dans cette volonté d'aider, de pas tomber dans ce syndrome de sauveur tout le temps, parce que le HP est la plus grande victime des manipulateurs. Autre sujet dont je parle en fait l'air de rien dans le livre et que tu as aussi vécu. Et c'est ça que je voyais parler entre toi et Angélique à un moment donné, c'est que je voyais cette petite fille hypersensible, hyper intelligente. Et ma grand-mère ne se pensait pas intelligente. C'est très typique aussi pour moi des personnes intelligentes, c'est qu'elles se trouvent bêtes, pas capables. Et surtout quand il y a le contexte familial qui n'encourage pas dans ce sens-là, je pense que c'était ton cas. Oui, tout à fait. Euh, En fait, mais le pourquoi? PN, Mais pourquoi? parce que le PN, lui, il cherche des proies comme nous, des gens qui sont empathiques. Voilà. Et du coup, quand il nous trouve, eh bien, il nous prend. Et Mhm. une fois qu'il a fait son parcours de séduction et qu'on croit vraiment que c'est l'homme idéal parce que bah, il a ce côté charmeur, il va faire tout ce qu'il faut pour vous plaire au départ, pour vous attirer dans sa toile. Et une fois que vous êtes dans la toile, eh bien, il vous démonte. Mhm. C'est-à-dire que vous êtes plus rien, vous vous habillez mal, vous n'êtes pas intelligente et vous perdez votre estime de soi. En fait, je Mhm. n'avais plus confiance en moi, j'avais perdu cette estime et il Mhm. a fallu du temps après pour me reconstruire après cette relation parce que ça a été très compliqué et en plus j'avais 3 enfants avec lui donc il a fallu Donc le fuir avec lien, trois ouais. enfants, ce qui n'était pas très évident et encore à l'époque il n'y avait pas toutes les structures qu'il y a aujourd'hui. Ni la Donc c'est vrai que connaissance, c'était une ni la période. connaissance. Comment? Je n'ai pas entendu. Ni la connaissance de tout ce schéma. On parle de pervers Exactement. narcissique, mais je pense qu'il y a vraiment même des degrés. Il y a la manipulation normale de tout un chacun, puis il y a les relents de quelqu'un qui a vécu la manipulation, qui a ses relents dans sa propre histoire, qui n'est pas forcément manipulateur lui-même, mais qui a des Mhm. relents
Puis il y a des divers degrés jusqu'au PN. Ouais. Exactement, il y a plusieurs degrés de PN et ils ne sont pas tous au même degré. Mais c'est vrai que c'est une période de ma vie qui m'a déconstruit, mais qui quelque part a fait en sorte que je ne retombe plus dans ces toiles. Je pense aussi qu'on doit parler à nos enfants, parce qu'il y a des pervers narcissiques hommes, mais aussi femmes. Oui, bien Et on sûr. doit beaucoup en parler avec nos enfants pour que eux ils comprennent tout de suite quels sont les symptômes du pervers narcissique afin de Mhm, vite remédier à ça. Moi, je ne tout à savais pas fait. ce que c'était qu'un pervers narcissique. Je voyais mes parents, on s'entendait bien, mais ça se disputait assez souvent. Donc j'avais un degré euh, de, de violence à la maison qui a fait que j'ai accepté la violence du pervers narcissique. Parce que j'avais une visu, pas que mon père était pervers narcissique, mais bon, ça se disputait, puis il y avait toujours des mots qui étaient plus hauts que les autres. Donc, on avait. Mais ouais, mais je pense que le pervers narcissique chez toi aussi, le manipulateur, il voit tes ressources. Pour moi, je le redis, tu es quelqu'un de très intelligent, une intelligence émotionnelle, et du coup, le pervers narcissique, le manipulateur va chercher les personnes manipulées sont pas des personnes bêtes du tout, loin de là, ce sont des personnes qui ont des ressources. Et toi, maintenant, qui est en plus marié avec quelqu'un qui est une personne médiatique, autour. Mais du coup, ça devient une grande aide pour lui aussi de le protéger finalement de personnalités. Parce que vous deux, j'ai l'impression quand tu le décris aussi, il a ce côté aussi d'une grande intelligence et grande empathie. Donc vous êtes tous les deux finalement aussi pas la proie d'eux, mais ça peut attirer ce genre de personnes évidemment Bien sûr, mais facilement. ça, c'est dans le milieu artistique, on sait comment c'est. Hein. Je pense qu'il faut savoir bien déceler les personnes qui sont vraies et les personnes qui sont pas vraies. On est beaucoup dans le tiens, voilà ma carte, appelle-moi quand tu veux. Puis quand on les appelle, eh bien, il n'y a plus personne. Ouais. Donc voilà, il faut faire très attention aux personnes qu'on fréquente. Il y a des personnes qui sont là pour le job, donc tout est normal, hein, on s'utilise les uns les autres, ce qui est normal. Mhm. Et dans l'entourage, quand il y a des personnes qui s'attachent trop, qui sont trop sur nous et qui en demandent trop finalement, eh bien, on sent qu'il peut y avoir une trop forte demande par rapport à ce qu'on peut donner. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a des personnes qui sont profiteurs, enfin, qui profitent de la situation Ouais. pour que eux puissent après évoluer de leur côté. On Mhm. peut le faire parce qu'on soit on aime bien la personne et que la personne on s'utilise si tu veux, voilà, c'est Oui, le c'est mot, du c'est donnant-donnant. s'utiliser, Ouais. c'est donnant-donnant, voilà. Mais par contre, on choisit des amis plus proches de la famille que, que des personnes qu'on connaît extérieurement. Après, c'est un choix, hein. C'est tout à fait un choix où on s'entend, où on a on est où, bah, voilà, on peut s'entendre avec une personne, ou pas avec l'autre. Bon, bah, on va aller avec la personne avec qui on s'entend, avec qui on a plus de d'atomes crochus. Et Mais bon, ça s'apprend, non? Ça s'apprend de savoir avec qui on s'entend. Du coup, finalement, tu l'as appris dans ton histoire aussi, aller vers les bonnes personnes et du coup, à savoir comment tu fonctionnes. Dans ton livre, j'aime bien, comme tu racontes, tout ton process aussi de finalement aller un jour chez un psychologue parce que tu en as besoin. Mais finalement, on en aurait tous besoin, hein. C'est pas que toi. Je pense qu'on a tous un jour besoin de comprendre comment je fonctionne, qu'est-ce que je porte. Euh, exactement. On a besoin parce de que, vider son sac près d'un Hmm. psychologue parce que c'est pas un proche qui doit supporter notre sac à dos. C'est plutôt à nous de s'en débarrasser pour qu'après on soit mieux auprès de notre proche. Et Mhm. on a tous quelque part un sac à dos plein de choses dedans qui ne sont pas bonnes et qu'il faut vider au Mais fur et à oui, mesure. Mais c'est pas un proche et c'est pas un enfant, c'est pas à eux de s'occuper de ça. Donc oui, moi je me suis dit il faut que j'aille voir un psychologue parce qu'un psychologue c'est une personne neutre qui est là pour ça et qui comprend très bien les démarches à suivre. Et voilà, j'avais besoin de Hmm. m'exprimer, mais pas d'embêter mes proches avec ça. Bien sûr, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on fait, mais franchement, le plus lourd, il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et malheureusement, on le fait pas toujours au bon moment. Par exemple, moi, je suis grand-mère et j'ai ma fille qui a vécu avec un papa qui était pervers narcissique, qui a vécu des choses qui n'étaient pas normales pour un enfant de son âge. Et quand elle est devenue maman, eh bien, d'elle-même, elle a été voir un psy parce qu'elle a dit, je veux pas que mon sac à dos soit trop lourd pour mon enfant plus tard. Hmm. Donc voilà, et ça lui a fait du bien. Et je pense que il y a des moments où peut-être elle va revenir voir un psy quand elle sentira que elle en a besoin, voilà. Et il faut absolument nous se soigner pour pas que ça soit retransmis dans les générations suivantes. Tout à fait. Parce Oui. que notre mal-être, Hmm. forcément, il va rester.
comme des Non, c'est mal-être sûr. que j'ai ressentis moi quand j'étais jeune et que je comprenais pas parce que dans ma famille, il y avait des secrets comme dans ton livre qui étaient incompréhensibles pour moi, mais que je cherchais à savoir ce que c'était aussi, mais personne ne me le disait. Donc ces secrets-là ont été divulgués, ils ont été traités et puis ils ont été évacués. Oui, c'est ça. Ceux qui étaient des bons sont restés, ceux qui sont mauvais, ils sont partis. Grâce à la visite chez le psychologue que j'ai fait pendant près d'un an. Après un an, oui. Et moi, dans la psychologie, il y a une orientation que j'aime beaucoup qui est la systémique, qui ne voit pas le problème comme un problème et que le problème vient d'un système, en fait, dans le présent, mais aussi un transgénérationnel. Et c'est vrai que Mhm. l'être humain a tendance à corriger ou reproduire son histoire. En corrigeant, tu inclus le passé dans le présent, en fait. Et je dis pas que tout conscientiser va résoudre tout, mais quand on s'attache à soigner les racines d'un arbre, des fois les feuilles, elles changent automatiquement toutes seules. Et c'est vrai que je me dis, est-ce que parce que tu parles de ton papa, enfin, moi comme je parle d'hommes violents aussi dans le livre, ces personnes ont eu de la violence parce qu'eux-mêmes étaient porteurs d'une histoire. Et je dis toujours, il ne faut pas chercher le coupable parce qu'on va remonter à Adam et Ève alors. Tiens, le coupable c'est Adam ou c'est Ève. Les gens ont toujours peur. Attends, je ne vais pas culpabiliser mon père, ma mère, mon grand-père, mais c'est pas le but. Le but c'est juste, on est tous humains, on a tous des failles, des erreurs. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, personne ne Mhm. l'est. On va juste essayer de comprendre ce qu'on porte et comment est-ce qu'on va fonctionner, comment est-ce qu'on peut fonctionner au mieux, et puis ne pas s'arrêter de se remettre en question, d'évoluer. Et t'es dans cette démarche et je trouve ça très très beau. Ton humilité est très très belle Refuse. aussi. Oui, parce que bon, je pense qu'on est tous des êtres humains et qu'il faut tous s'unir. Et aujourd'hui, je trouve que chacun se renferme chez soi en mettant des grands murs et quand il y a un problème, eh bien, chacun est chez soi tout seul. Moi, Mhm. j'ai la vision de ma grand-mère quand mon grand-père est tombé malade. C'est ma grand-mère qui s'en est occupée, donc elle est devenue aidante, mais elle n'avait pas ce poids de l'aidance parce que dans le petit village où ils étaient, tu avais toujours quelqu'un qui venait toquer, prendre un café, C'est toquer, ça. on va parler une heure, tu as besoin d'aide, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Alors oui, elle était aidante, mais quelque part c'est allégé parce que tu as toujours du monde qui passe, qui demande si elle va bien, Mais si elle a oui. besoin d'aide ou des trucs comme ça. Alors que ici aujourd'hui, une aidante, elle est enfermée chez elle avec son aidé et elle attend que l'État s'en occupe, enfin, qu'il Mais il y y ait a des structures pour pouvoir aider les dents. Mais il n'y a pas Et que les dents, c'est ça le paradoxe de la société qui est de plus en plus perfectionnée à vouloir aider les gens avec des différences quelles qu'elles soient. Et en même temps, même pas que les aidants, la mère qui vient d'accoucher et si elle veut, elle est toute seule dans sa maison, la personne âgée elle est toute seule. Et donc on crée beaucoup de solitude chez les gens. On a enlevé ces petits villages, ce lien social de plus en plus avec des grandes métropoles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup enlevé le lien social, ce qui est totalement paradoxal avec cette société qui hyper communique. On hyper communique dans les réseaux, etc. Et on communique de moins en moins vrai dans notre quotidien, dans les relations. Mais par contre, moi, de vivre ici à Lisbonne, je trouve que au Portugal, quand je parle à quelqu'un, avec le monsieur dans le taxi, j'ai tout de suite ce lien social qui se crée quand même beaucoup plus facilement, de mon expérience en tout cas, qu'en Belgique. bah, c'est ce qu'on dit du Portugal. Hein. Chaque fois que j'ai des personnes qui vont visiter le Portugal, ils disent il y a un accueil chaleureux en fait. Les gens n'ont pas peur d'aller vers toi, de parler, même s'ils connaissent pas la langue, hein, ils vont quand même vers toi, ils demandent si tu as besoin d'aide ou d'être dirigé ou voilà. Mhm. Et je pense que c'est spontané. Les Portugais, c'est beaucoup comme ça. D'ailleurs, quand vous allez chez eux, ils vous ouvrent le frigo et ils vident le frigo sur la table et ils vous disent Oui, mange. oui. Donc, voilà, c'est une communauté, les Portugais qui sont assez gays, qui aiment partager, voilà. Et peut être deux, trois ou 10, il y aura toujours à manger chez eux. Oui, c'est On vrai. mangera ce qu'il y a, voilà. Et ils sont accueillants pour tout ça. Et je me demandais, quand tu as fini le livre, tu m'as dit, tiens, ça m'a donné envie d'aller chercher les histoires de mes oncles qui ont été en Angola, ces personnes déracinées. Et du coup, ça m'a touchée que tu étais chez ta maman au Portugal et tu as commencé à l'enregistrer. Donc, pour la petite parenthèse, moi, quand mon grand-père est décédé, je lui avais demandé d'écrire toute sa vie extraordinaire. Il a plus la force, donc il s'est enregistré sur des petites cassettes audio, un tout petit enregistreur. Et Très bonne idée. à ses funérailles, son frère me remet ça. C'était assez violent en même temps de recevoir tout ça. Mais oui, c'était un trésor. Et j'étais touchée, parce que le livre, je l'ai écrit pour ça. Je me dis, mais tiens, que ça impacte aussi concrètement
Ça me fait super plaisir en fait que tu aies commencé à enregistrer ta maman, que tu cherches dans tes trésors à toi. Je trouve ça génial. Alors, j'ai commencé à enregistrer ma maman parce que c'est vrai que leurs histoires, quand ils partiront, on ne saura plus rien. Et j'ai Mhm. regretté de ne pas l'avoir fait avec mon père. Et il y a quelques années de ça, il y avait une maison de retraite pas loin de chez nous parce que nous, ça fait 3 ans qu'on habite en Moulins. Et j'avais eu l'idée un jour d'arriver dans la maison de retraite, d'aller voir les personnes âgées et de leur proposer mes services d'écriture, contre quoi elles me racontaient leurs histoires. Et c'est le chef de l'établissement qui a dit non, 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 on fera pas ça. Mais je leur dis, c'est totalement gratuit, j'avais du temps à donner et du Oh, coup, j'ai dit, c'est dommage parce que ces personnes âgées qui partent aujourd'hui, c'est des trésors d'histoire. Et mais c'est oui, dommage de ne pas écouter ce qu'a été leur vie, ce qu'elles ont traversé, parce qu'elles ont connu la guerre, etc. Donc, bien sûr. c'est dommage Puis, il y en a y- quelques-unes qui l'ont fait, mais avec d'autres personnes. Mais bon, moi, à ce moment-là, dans cette maison de retraite, ils les a pas voulu. Donc, ça, et là, c'est du coup, je des me dis, c'est bonnes idées. dommage. Et j'ai pas eu l'idée de le faire pour ma mère et pour mon père. Alors, pour mon père, il est parti. Malheureusement, je pourrais peut-être avoir des infos par rapport à ses frères, à Bien qui il a sûr. dû raconter les histoires. Et puis pour ma mère, comme ils ont fait le salto 3 fois, le salto, c'est quand ils sont arrivés clandestinement en France pour travailler, donc ils ont traversé l'Espagne clandestinement, ils se sont fait parfois tirer dessus par les Espagnols. Enfin, la conjoncture était telle à l'époque, c'était assez conflictuel. Et cette période-là, c'est bien aussi de la raconter. Et l'année dernière, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai fait de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à... Que tu racontes dans le livre, et j'ai adoré aussi ce passage. Je l'ai fait une deuxième fois. Ça, c'était le passage portugais. Ah, ok. Et là, je l'ai refait Pardon, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est côté pardon. français, Ok. Espagne et, euh, et Saint-Jacques. Et je voulais passer par les pas de mon père, par la montagne, par là où il était passé lui au moment où il est arrivé en France clandestinement. Mais j'ai pas trouvé le passage, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis sûre que je vais y retourner. Donc voilà. Il y a plein. Et tu pourras en faire un livre. Non, après, voilà, j'avais fait ce livre-là surtout parce que j'avais besoin d'écrire et j'ai su que j'étais une aidante qu'à partir de ce moment-là où j'ai écrit le livre. Je savais pas Waouh, que j'étais une aidante avec Philippe. waouh. Donc, ça a Mais été tu, coécrit mais tu avec n'es pas Emmanuel. qu'une, mais pardon, mais tu n'es pas, ce que j'aime dans le livre aussi, et je crois que tu vas être d'accord avec moi, c'est que tu n'es pas qu'une aidante. Tu es Susanna. Oui, 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 tout à fait. C'est ça qu'il faut garder. Il faut garder son identité, ce qui est parfois compliqué parce qu'on a beaucoup de... Dans notre vie, bah souvent, je suis plus l'aidante que la compagne. Donc, le fil est très fin et il faut Mais c'est, savoir bien partager les choses. et tu crois pas que c'est pas soi-même parfois? C'est comme notre narration est importante, ce qu'on se raconte à soi-même, de nous-mêmes ne pas s'enfermer dans l'étiquette. Par exemple, moi, je viens de passer beaucoup de périodes de vie en étant vraiment maman. Et une amie Mhm. me disait ça, mais en fait, là, t'es vraiment maman, tu devrais faire la psychologie sur la psychologie infantile, t'es passionnée de neurosciences affectives. Je dis non, mais c'est une phase de ma vie. Et il y aura d'autres phases. Et je ne suis pas que, et dans ma tête, je me définis pas en tant, je ne suis pas que maman de Non. petits-enfants. Et dans ta tête, en fait, c'est de se dire dans sa tête, je ne suis pas que des dents, je ne suis pas que la femme de, je ne suis pas que maman. En fait, on est multifacette. Et même quand on se dit, moi je suis timide, moi je suis comme ça, on s'enferme. Parce qu'on peut être timide dans un système, être extraverti dans un autre système. Et, Oui, tout à fait. et c'est libérateur, en fait, de pas se dire, non, oh, moi je suis comme mon père, comme ça. Et oh, moi je suis comme ma mère, comme ça. Et moi je suis l'aidante. Et puis hop, non, et de se dire, non, en fait, j'ai plein de casquettes, et je peux être plein de et c'est la vie, en fait. C'est pas qu'on joue des rôles, c'est que en soi, il y a des moments, moi, il y a des moments où je vais être timide, il y a des moments où je suis extravertie, il y a des moments où je parle beaucoup, et il y a des moments où je parle moins. Et j'ai appris, moi, avec le fait, dans ma famille, je suis très extravertie, je parle beaucoup. Et je pensais être tout le temps dans le lien social. Mais en fait, un jour, je dis beaucoup, en fait, j'ai vraiment pas pété un câble. Je me sentis mal, j'étais agressive, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'être seule par moment, de me retrouver, sans quoi je n'arrive pas à fonctionner. Mais dans ma famille, je me voyais tout le temps comme ça, et donc il faut vraiment apprendre aussi comment on fonctionne, ses propres besoins. Et ce chemin, finalement, que tu as fait, le premier que tu as fait depuis le Portugal jusqu'à euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, Jacques. ouais, c'était vraiment, je pense, que tu avais besoin de te retrouver, hop, toi. Exactement. Exactement. Je suis allée rechercher mon moi intérieur et ça m'a fait énormément de bien. Et
En plus de ça, ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aussi au couple parce que on était dans une période un peu compliquée et je me cherchais et puis Philippe était dans sa vie de conférencier, etc. Et on n'arrivait pas à se retrouver. Et je disais c'est quand même dommage avec tout ce qu'on a vécu d'en arriver là et ne pas tout à fait se comprendre. Et je me suis dit il faut se donner du temps. Et donner du temps pour moi, c'est partir marcher. Et je Mm. fais ça très bien parce que je peux marcher des heures et des heures, ça me dérange pas. Peut-être un peu moins maintenant parce que c'est vrai que j'ai pris de l'âge et que le dernier, là, j'en ai quand même bavé pour faire 8 heures par jour, c'était Ouais. compliqué. Mais j'ai adoré le faire. En plus, ça t'apporte des rencontres, tu rencontres des tas de gens. C'est franchement un truc que j'aime faire. C'est vraiment, on va vraiment à la rencontre de tous les pays parce qu'il y a plein de gens sur le chemin. On se retrouve soi, on se ressent sur soi parce qu'on mange quand on a faim, on dort quand on est fatigué. Et puis, voilà, c'est vraiment un Ouais. retour vers soi. Et vers l'essentiel de la vie, hein. En fait, C'est un peu ça, ouais. Alors, quand on est, ce que je disais, ouais, mais quand on retourne vers soi, est-ce qu'on n'est pas un peu égoïste en pensant à soi d'abord avant les autres. Et je me suis posé la question, mais non, parce que si tu reviens vers toi, c'est pour te faire du bien. Et quand tu te fais du bien, bah, tu donnes le meilleur de toi après aux autres. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut prendre la chose. mais en C'est plus, pas toi, être égoïste. t'es revenu vers toi et de côté vers Dieu, enfin, dans ta foi aussi. Donc, t'es pas que revenu Je- vers j'ai toi, été élevée, hein? j'ai été élevée comme ça, oui. On allait à la messe Bah, tous les dimanches. Alors, je veux pas dire que je fréquente l'église tous les jours maintenant. Je vais pas à la messe tous les dimanches. Mais voilà, je me suis dit dans ma vie, il m'est arrivé des choses compliquées, mais je suis toujours là, je suis toujours debout. Il y a certainement quelque chose qui fait que ma maman est très pieuse. Elle a toujours ces moments de phase où elle disparaît d'un seul coup. On est à table, elle disparaît et on sait qu'elle a été prier son rosaire parce qu'elle est comme ça et que ça lui fait du bien et voilà. Et donc elle nous protège comme ça, à sa manière. et Et est-ce que ça, parce que moi, dans le livre, j'en parle aussi très librement. Et je trouve que parfois, on peut parler. Après, c'est notre identité, c'est notre histoire. Je veux dire, il y a des familles qui sont avec leurs histoires plus juives, athées, musulmanes. Si notre histoire, elle fait partie de la chrétienté, on n'a pas à avoir honte. Ou de... Des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu un côté, oulala, cette histoire, et d'oser moins en parler avec moins de fierté, pas de moins de fierté, mais on a toujours ce côté. Ou alors c'est mm. toi et moi où on est aussi un peu toujours. Moi, je suis toujours un peu comme ça. Alors moi j'adorais aller à la messe en plus parce qu'on avait des super chants et j'adorais chanter et je criais, je chantais très très fort et j'étais super contente de chanter. Et on avait un curé qui était super sympa, qui était moderne et tout. Donc forcément, ça nous a tiré vers la messe. Aujourd'hui, je trouve que on devrait changer ce côté église un peu austère quand on rentre, Mhm. etc. Bon, il y a beaucoup d'églises qui aujourd'hui acceptent de faire des chants avec des guitares, changer Mhm. un petit peu tout ça pour le moderniser et enfin attirer des gens un peu plus pour que ça soit un peu plus gai. Et Oui. je Mais je pense pense qu'il que faut... si on enlevait des fioritures, hein, pour moi, et qu'on revenait au message essentiel, il y aurait les fioritures, je parle de dogmes et de... Parce que De toute façon, quoi. quand on s'intéresse un peu à la racine, aux traductions, au grec ancien, à l'hébreu ancien et vraiment à la profondeur, et quand on revient à ça, il reste l'essentiel et pas trop de falbala, j'ai envie de dire, hein, Mais bon, ça c'est un autre Ouais. sujet. Mais est-ce que tu as senti dans le parce que moi quand j'ai lu ton livre, j'ai senti ce chemin. Est-ce que tu as senti ce chemin parce que j'ai voulu oser aussi en parler dans le chemin donc de Xavier. Par rapport au livre, je voulais te poser une question parce que le début du livre, je l'ai écrit d'une certaine façon qui est très difficile. Je sais qu'au départ, et je l'ai voulu comme ça parce que Xavier était totalement coupé de ses émotions. Paf, il fonctionnait, mais c'était quelque chose qui fonctionnait pour lui. Comment est-ce que tu as ressenti le tout début du livre par rapport aux émotions? Je sais plus la Euh, question. aux émotions de ton livre, Oui, le tout début de au tout Xavier début, et son chemin. son chemin, je parle de ton père, Xavier, je me suis dit, il commence mal sa vie, parce que si on le met dans une pension et qu'il ne va pas bien, parce qu'on voit qu'il n'est pas bien du tout, et il n'est pas heureux. Et, euh, et c'est grâce... Il a eu beaucoup d'amour autour de lui, de ses parents, de ses grands-parents, etc. De ses grands-parents. Auprès de sa maman Angélique, même si Henri était parfois très dur, on sentait qu'il tenait quand même à son enfant, qui n'est entre parenthèses, qui n'était pas vraiment son enfant, mais qui ne savait pas. Donc pour lui, c'était vraiment son fils. Et il y avait beaucoup d'amour autour de lui, mais avec
des allers-retours entre des pays différents, dans des conditions de guerre qui étaient compliquées. Tout ça, ça fait pas une vie c'est pas un long fleuve tranquille, on va dire. Donc, il a fallu quand même composer pas mal de fois avec cet état de vie qui n'est pas courant à tout le monde. C'est-à-dire quand il partait dans un pays à l'étranger, bien que lui, il était content de partir parce qu'il aimait ce pays-là, eh bien, on change quand même d'endroit plusieurs fois. On n'est pas du tout dans un parcours de vie tranquille, entre parenthèses. Vous vivez quand même avec des personnes qui s'entretuent à côté. Donc voilà, moi je pourrais pas vivre comme ça, je serais tout le temps traumatisée. Et eux, ils arrivent quand même à vivre, à mener une vie qui est correcte. Mm. Et mais ces changements-là pour un enfant qui est jeune comme ça, c'est-à-dire c'est quitter ses grands-parents, repartir près de ses parents, revenir chez ses parents, chez ses grands-parents, atterrir dans une pension parce que bah il peut pas être gardé ni par sa mère ni pour son père. Donc tout ça, ça fait que l'enfant il comprend pas tout ça et il est perturbé. Et à un moment donné, il faut qu'il éclate. Et après Mais avoir tu vois pas le parallèle avec aussi un peu ton histoire où ben, Xavier au tout départ, et ce qui est dur pour le lecteur, c'est que j'ai voulu le faire vivre vraiment comme Xavier le vivait. Ça veut dire qu'il s'est coupé de ses émotions pour se protéger lui-même, oui, pour être dans l'action. J'agis, 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 j'agis. Je vais pas trop exactement. penser, je vais pas trop ressentir. Après, l'éducation a fait que nous, notre éducation aussi, quand on était très jeune, on se dit, ben, tu pleures pas. Et du coup, le petit enfant qui sait pas du tout gérer ses émotions parce que son cortex préfrontal n'est pas du tout mature Bah avant oui, 5 ans, on apprend, et moi on a tous appris à couper nos émotions, mais en même temps ce système dans lequel il s'est mis lui a permis d'avancer, et heureusement un jour lui s'est reconnecté, comme toi un jour aussi finalement, mais on ce se qui ne vous a reconnaît. pas empêché d'être des super-humains fantastiques, tous les deux. Exactement, on a eu un parcours de vie. Moi, je dis pas à mon enfance, j'ai pas été malheureuse. Je parle J'ai pas pas que de été ton comprise. enfance, hein, je parle Voilà. après aussi. C'est après. Après, oui, parce qu'on n'est pas préparé à certaines choses dans la vie qu'on ne comprend pas, et c'est sûr j'aurais pu dériver. Mhm. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule. J'aurais pu dériver. J'étais pas prête à être toute seule. J'aurais pu dériver vers la drogue, vers des gens pas bien, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours été droite. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais m'en sortir que par le travail. Donc j'ai travaillé, essayé d'arranger ma vie. J'ai beaucoup aidé parce que j'ai toujours aimé aider. Donc j'ai fait partie du secours populaire. Comme Ça m'a Xavier. ça m'a permis de connaître plein de gens et des gens bien qui m'ont aussi aidé, qui m'ont apporté aussi à moi, que j'ai gardé tout au long de ma vie parce que bah, ce sont des personnes qui finalement faisaient partie de ma famille, parce qu'on a vécu tellement de trucs durs ensemble qu'on n'a pas pu se quitter. Je sais où ils habitent, on se voit, on se connecte quelquefois. Et mais malgré ça, j'ai quand même connu un pervers narcissique. Donc je savais que mes amis ne l'appréciaient pas. Et tu vois, quand on arrive, mais nous, on ne voit plus ça. On est calé tellement sur notre pervers narcissique qu'on voit plus les gens qui nous disent et qui envoient des Mhm. signaux pour nous dire attention, cet homme-là n'est pas fait pour toi. Mhm. Et du coup, moi, j'ai pas regardé ces signaux-là et j'ai continué ma vie. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je me suis retournée, j'étais toute seule. Parce que lui, son truc, c'est d'évacuer tous les gens qui m'aiment autour de moi. Pour après bien avoir une emprise sur moi et pouvoir venir chercher venir se nourrir de moi en fait et Mais m'étudier. tu étais très pudique sur ces passages-là. Parce Par que exemple, je peux pas en parler parce qu'il est encore là et qu'il aurait pu attaquer le livre aussi. bien sûr. Voilà. Donc on pouvait pas Mais trop en parler. moi, je prends l'exemple d'Angélique pour parler de ta vie. Je vais essayer de faire un parallèle comme ça dans ce sens-là. Mais Angélique, elle en plus, elle a vécu, finalement, elle a eu un adultère, mais dans ce contexte où elle étudie que Henri, ouais, il était plein d'amour, mais il était très bancal de par son histoire, il était très violent. Il y avait Mhm. une violence physique domestique. Je sais pas si tu l'as vraiment vécu au final, cette violence domestique, Non, comme elle l'a vécue. Mais moi, c'est quelque chose que je savais, mais qui était en même temps très tu. Et même quand j'ai écrit le livre, et mon père m'a beaucoup aidé à écrire le livre, j'ai voulu rester pudique aussi sur ces passages parce que j'ai voulu respecter ce qui m'avait été dit, pas transformé. Donc ces passages-là, c'est vraiment un carnet noir qu'elle m'a remis quand elle savait que j'écrivais le livre. Et dans ce carnet noir, je découvre quand même des récits, mais d'une violence. Et mon mhm. père, quand il lit après le livre, il me dit, mais t'es sûr, quand même, t'exagères pas un peu là pour le livre. Je dis, bah, écoute, non, va C'était lire. écrit. C'est écrit, Donc voilà. ton père ne savait pas À ce point-là, ce non, à ce message-là. point-là. Ouais, D'accord. comme tout était tu, qu'il a changé, et que ma grand-mère, elle rigolait tout le temps. C'était sa Oui, force, elle rigolait.
Et c'était Elle faisait voir que tout allait bien finalement et que et très sensible. Elle, quand elle était petite dans l'église, elle voyait le crucifix avec Jésus, elle pleurait de voir Jésus sur la croix. Bah, tu vois, et du coup, elle a quand même été prise aussi, pouf, en Afrique, au début du livre, où Henri, quand même, disqualifie cette famille paysanne, alors que oui, elle vient d'un cocon hyper équilibré, hyper bienveillant. Ce oui, sont tout des à fait. fermiers et un milieu hyper intelligent, en fait, l'air de rien. Et du coup, quand elle, en plus, du coup, elle commet l'irréparable qui est un adultère, mais le fruit, c'est mon père, mais surtout le fruit, elle m'a dit un jour, tu sais, Wendy, j'ai lâché mes cheveux le jour, seulement quand j'étais en Afrique. Donc tout est dit. Ouais, Et moi, ouais. j'aime bien comme toujours le mal est changé en bien, parce que j'aime pas, je n'aime pas du tout, moi qui aussi une foi comme toi, je n'aime pas cette croyance qu'il doit nous arriver du mal pour. C'est facile de dire ça après. Par exemple, il devait arriver ça à ton mari pour que. Ah, c'est horrible. Je veux dire, il devait arriver quelque chose d'horrible pour que je grandisse, pour que je puisse faire ça. Non. Soit il n'y a pas de croyance et c'est la personne elle-même qui change le mal en bien et c'est génial d'avoir cette force de transformer le mal en bien. Ou alors, moi qui, une fois, je dirais que transforme le mal en bien. Mais que jamais le bien ne peut amener du mal ou que jamais quelque chose d'horrible doit nous arriver. Ou alors, c'est juste facile de faire l'histoire par après. Du coup, ah, je suis passée par cette maladie-là, etc. Ou tu es passé par là, ça devait arriver, rien n'arrive par hasard. Alors moi qui une fois, c'est paradoxal, mais il faut rester équilibré donc, quand on dit des choses pareilles. Ou quand on dit à un enfant, même j'en pense à des fois dans certaines fois, on va dire un enfant qui a perdu sa mère qui a 2 ans, ta mère, Dieu a repris ta mère. Oh, quelle horreur! Et Ouais, des fois, ouais. on peut balancer des choses sans se rendre compte. Plus, et c'est même pas dans les croyances, c'est plus par tradition des hommes, on essaye de, et c'est pas forcément, tu vois, je passe du coq à l'âne, je sais plus pourquoi je te parle de ça, du mal qui change en bien. Oui, je te parle d'adultère, d'Angélique, du coup, qui avait la violence domestique, pour faire un Oui. parallèle avec ton histoire de violence plutôt psychologique, alors, toi? Moi, c'était plutôt psychologique parce que il te disait que tu étais nulle, que tu n'étais pas intelligente. Il te discriminait, quoi, en fait, de façon à ce que tu t'affaiblisses et que tu te dises oui, je suis rien, je suis pas une bonne maman, même jusqu'à l'âge. Et donc, du coup, il n'y avait pas de violence physique et c'était plus compliqué encore de prouver ça auprès des gendarmes quand je les appelais au secours parce que bah, il n'y avait pas de traces de coups. Donc Mhm. évidemment, mais le psychologique est bien pire que certains coups parce que ça Bien reste sûr. dedans pendant très très longtemps. Je dis pas pire que les coups, forcément on les voit, mais c'est vrai que personne ne voyait. Puis moi, comme je suis quelqu'un qui suis très résiliente, je voulais toujours montrer mon bon côté, le sourire exactement comme ta grand-mère où tout va bien, voilà, exactement ça. Et en fait, non, tout allait mal, tout allait très mal. Et puis à un moment donné, bah, il a fallu prendre prendre partir, Et- bah, et- partir. mais je trouve ça très beau, tout ce que tu racontes, ça doit être, c'est libérateur d'écrire, non, quand même? Enfin, moi, c'était Bah, moi, hyper c'est libérateur. un exutoire hein, pour moi, mon livre, Ouais. parce que c'est vrai que j'avais tellement de choses à raconter que, et encore, je raconte pas tout, je suis quand même restreint, mais bon, déjà là, je trouve que je me suis vraiment livrée à nu parce que je parle de tout. Je parle de mon enfance, je parle de mon adolescence qui a été compliquée. Je parle aussi de mon rôle d'aidante. Je parle du pervers narcissique Et même de et même de sexualité avec, sexualité parce qui que n'est c'est pas un vrai que tabou pour moi, donc tu peux. quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas de bras, pas de jambes, forcément on se pose des questions. Mais bon, voilà, j'apporte mes quelques réponses à certaines questions. De toute façon, le corps s'adapte très bien, il n'y a aucun souci, on est comme tout le monde. Et Voilà, on j'aime parle beaucoup, de... mais et j'aime beaucoup parce que dans le livre, Philippe, des fois, vient donner sa petite version des faits comme pour Alors, tu dire, sais pourquoi? Parce et que ça va, notre éditrice a dit, si on publie le livre sans les interventions de Philippe, on va croire que Philippe, c'est un tyran. Donc c'est pour ça qu'il intervient à oh chaque pas non. de truc, parce que pour qu'il donne un petit peu son avis. Et puis des fois, il a raison aussi. Moi, des fois, j'étais tellement dans mon truc et dans mon rôle d'aidante que j'en oubliais Hmm. aussi qu'il fallait que je sois sa femme aussi de temps en temps. Donc il y a toutes ces Ah ben explosions. moi j'ai pas du tout eu cette version. Enfin moi si j'avais pas eu je ne voyais pas du tout ta version comme et Philippe comme un tyran, pas du tout. Non, non, Mais que mais bon, et puis comme un être humain normal parce qu'on met
comme si, je dis pas, mais je veux dire, toute personne qui est frustrée, toute personne, et ça m'arrive aussi même à moi quand ça va pas, etc. Des fois, je vais exagérer dans ma réaction avec mon mari ou avec mes enfants. J'ai vu c'est l'être humain en général qui fonctionne comme ça, et on peut Ouais. très bien le comprendre en ayant l'humilité de se dire, bah, nous aussi, ça nous arrive quand on est frustré, qu'on est fatigué, que rien ne va, et de tomber dans un mécanisme qui peut même être un peu pervers. Mais le tout, c'est de s'en rendre compte simplement et puis de communiquer là-dessus. Mais exactement, l'émotion, la colère, c'est celle qui reste le plus dans le corps. Donc elle met très longtemps à s'évacuer. Donc si tu te mets en colère à 14 heures et que tu rentres à 17 heures, tu l'as encore. Donc c'est les Mhm. enfants ou le mari qui va prendre la colère alors qu'ils n'y sont pour rien. Donc c'est vrai que c'est d'où le truc et dit les soucis, on les laisse à l'entrée de la porte, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, alors des fois, et en même temps, on le sait qu'on est là aussi pour quand le mari ne va pas bien, on est là aussi pour accueillir Bien ses sûr. colères, ses moments d'émotion qui ne vont pas, etc. On est là pour s'appuyer aussi l'un l'autre. On peut pas toujours se dire que ça va aller, quoi. Donc, Et puis, il faut voir le côté positif, comme avec la maman, quand on est maman, ben, on accueille toutes les émotions de nos enfants parce qu'ils se sentent en sécurité avec nous. ouais, Et exactement. pareil, en couple, on se sent en sécurité, donc on peut. Bah Et oui, c'est pour ça que c'est les ça qui est enfants, difficile. les grands-mères et tout ça, qui disent, bah, moi je fais la même chose avec la petite. Et les parents me disent, ouais, elle a pas été sage, en ce moment ça va pas, etc. Bah, avec moi, ça se passe très très bien. Mais sauf que, évidemment, quand elle a quelque chose qui va pas, c'est la grand-mère. Alors elle adore sa grand-mère. Mais quand il y a quelque chose qui va pas, bah, elle va le dire à ses parents, elle va le transmettre à ses parents de façon différente. Hein. Elle parle pas encore, mais par ses émotions, par ses gestes, etc. Si elle est en colère, etc. Et c'est les enfants c'est les parents qui sont là aussi pour accueillir toutes ces émotions négatives que l'enfant a. Donc, parce que l'enfant fait confiance à ses parents. Bien C'est sûr. eux qui sont là en premier, c'est leur famille. Et du coup, Mais, ils le mais savent. pour revenir sur le grand-père, moi j'ai eu un grand-père formidable. Mon grand-père portugais, c'était il était C'était un bon formidable. sang, ton grand-père portugais, hein. C'était, hein? Ah, Un charmeur, ton ah. grand-père portugais. Je veux dire, tu Et, l'as connu. Mais c'est pas, je peux pas, à un moment donné, j'arrivais pas trop à le déterminer parce que je me disais, alors, et quitte une pour aller avec l'autre, mais en fait, toutes ces femmes, il les a aimées profondément. Donc, ça n'est pas un coureur. C'est de Non, ce fait qu'il en a fait, vraiment aimé. mais ce qui est drôle, c'est que voilà, moi, mon grand-père était formidable avec moi, et pourtant, ça n'a pas été un père formidable. Et en tant que grands-parents, on n'a pas les mêmes projections, les mêmes attentes envers nos enfants. Mais quand on est parents, et même si moi je suis psy, j'ai dû des fois je me dire, ah, là je fonctionne, ouh, là c'est un peu ma mère, là c'est un peu, et de pouvoir se détacher de certains fonctionnements qu'on porte des automatismes, etc. Donc lui déjà, bah, il a un père assez violent, hein, donc il va reproduire une forme de violence aussi qui à la fin du livre, il va faire un peu son mea culpa avant de mourir. Finalement, Mhm. il se réconcilie quand même avec son fils, etc. Et c'est vrai que moi, on m'a présenté mon grand-père comme un coureur de jupons. Donc quand j'étais petite, voilà, il n'y avait pas d'histoire d'amour entre ma grand-mère et lui, c'était comme ça. Enfin, quand je l'ai appris, parce que j'avais 11 ans, et tout d'un coup, je suis dans un voyage, et cet homme que j'adore, que j'appelle José, t'imagines, moi, mais je l'adore depuis toute petite, je sens qu'il y a quelque chose entre lui et moi, on se comprend. C'était une connexion assez incroyable. Ma sixième, je lui ai demandé, mais t'es sûre, t'es pas de la famille? Et donc, je fais un voyage vers le Portugal, que j'adore le Portugal, et je pars toute seule avec lui, avec sa dernière épouse et son cousin, la femme de son cousin. Et donc, dans ce voyage, il m'explique cette histoire d'amour, ok? Et puis après, on en parlait, et je voyais que mon entourage en parlait comme un cours de jupon. Ouais, c'est comme ça, c'est un cours de jupon, ok. Et lui, il en Mhm. rigolait. Mais en grandissant et en parlant avec lui et ma grand-mère, je me dis, mais il y a des choses quand même qu'il faut aller chercher. Et du coup, j'ai découvert cette histoire d'amour surtout qui est restée entre ma grand-mère et lui. Et donc, pour moi, c'est comme un faux départ. Donc, ça veut dire que c'est un jeune homme normal. Je veux dire qu'il y a des amourettes en Afrique, un Portugais sûrement qui avait un charisme et qui était beau. Hein. Je pense que mon grand-père était très, très beau. Et, Mhm. enfin, pas que, oui, c'était une forme de beau parleur, mais quand on le connaissait, il était très franc. Il n'était pas si charmeur, enjoliveur. C'était pas le côté manipulateur, parce qu'il y a des gens qui le détestaient aussi, tellement il était hyper cash, hyper franc. Et puis il assumait ses erreurs. Mais je pense qu'il y a eu un faux départ. Il pensait se marier avec ma grand-mère. Il était content. Alors je dis pas, je dis si ma grand-mère s'était mariée avec cet homme, est-ce que tout le monde dit, bah, il aurait aussi trompé, ça aurait été, là, là. Ben, on ne sait pas, en fait. Hein. Je dis, personne ne sait. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, mon père ne serait pas devenu qui il est.
Alors, je ne sais pas si les choses devaient se passer comme ça, mais elles se sont passées comme ça. Et c'est à nous de les comprendre, de savoir qu'est-ce qu'on va porter ou pas porter. Et dans le livre, moi je le dis, à un moment donné, mon petit frère est petit, lui, on ne sait toujours pas le secret. Et mon petit frère est persuadé qu'il a été adopté. Comme les Oui, dans le livre. secrets ricochent, tu vois, comme les secrets, poum, parce que c'est pas lui qui a été adopté, c'est pas Exactement. lui qui a été adopté. En fait, c'est mon frère aîné mon frère et ma grande sœur avec l'histoire de ma mère et mon père. Mais comme on ne connaît pas ce secret, on sent juste des manques de reconnaissance. Et comme ce secret va devenir quelque chose qui va rentrer en lui, dans son identité, alors que ça ne lui appartient pas. Et c'est pour ça que c'est super important, ouais, de formuler. Il y a une partie de la psychologie qui dit, mais non, ça ne sert à rien de comprendre. Il faut juste voir quelles solutions ont fonctionné et puis refaire ça pour que le système refonctionne bien. Mais je pense que si on fait que ça va se rebloquer. Il faut quand même un petit peu démêler. Je dis pas tout le temps regarder dans le passé, sinon on fait des accidents. Tu regardes dans le rétroviseur, tu fais des accidents, mais aller un petit peu démêler quand même le passé, de ne pas le porter. Tu parlais de Mm. secrets, toi, dans ta famille, du coup, aussi des secrets. Alors nous, on n'a pas non plus des gros secrets. Je pense que c'est plus des actes qui n'ont pas été dits, des choses comme ça, et qui ne sont pas vraiment très importants, puisque ça, c'est pas comme tu racontes ton histoire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui rentrent dans cette histoire. Tu vas chercher des histoires un peu. Les histoires, elle est grande en fait, parce que tu as plein de monde qui arrive dans ton livre. Ouais, On a la surprise d'arriver, de voir Katia qui arrive à la fin du livre, qui est oui, encore une faut enfant de pas ton te dire. enfant. Et je dis, bah oui, c'était la Oui, surprise de c'est la fin, dingue, mais hyper. c'était fou, mais c'est fou. Et je n'ai rien inventé. C'est ça qui est fou. Mais comme toi, un jour, quelqu'un tombe sur ton livre, dans, je sais pas, dans 100 ans, et il va dire, mais c'est. Et ce que j'adore, c'est que chez vous deux, je retrouve ce truc de ma famille de tout est possible. On y va. Mais toi aussi, pas que Philippe. Toi aussi, Non, tu as quelque chose en toi qui est vraiment on y va et l'envie d'aventure je veux dire, et nous, si, moi, je ne raconte pas toute ma vie personnelle dans le livre, mais si les gens connaissaient ma vie avec mon mari, comment on vit vraiment le quotidien de notre musique je dis, mais comment est-ce qu'ils vivent comme ça au quotidien, avec des rêves un peu complètement pas du tout dans la routine. Je me lève, je vais faire ce boulot-là toute ma vie. Et moi, mhm. en fait, moi, tu sais quoi, ça c'est très je vais l'étiquette HP, mais c'est très HP d'avoir une c'est anxiogène pour moi de me dire tous les jours, je vais aller travailler là toute ma vie, et d'avoir une forme de, c'est ça qui me rend plus insécure, bizarrement. Oui, et bon, nous c'est pareil, hein, c'est pas tous les jours pareil, heureusement. Et la routine, on connaît pas trop. Quand j'ai connu Philippe, oui, il avait une routine, mais parce qu'il était tout seul. Donc, comme il avait la personne qui venait s'occuper de lui le matin, qui partait à midi, donc il fallait qu'il ait mangé avant midi, etc. Donc, il y avait, en fait, j'avais l'impression d'avoir rencontré un papy, un vieux papy. Il était chez lui, à la télé, il mangeait à telle heure, il était lavé à telle heure, à telle heure. Enfin, il y avait des horaires un peu partout. Et moi, quand je suis arrivée là-dedans, j'ai donné un gros coup de pied dans la fourmilière. Et je dis, ah, moi, je peux pas vivre comme ça, il faut que ça bouge. Et du coup, de là, on a eu plein d'idées et il a sorti cette vieille idée de traverser la Manche à la nage. J'ai dit, pourquoi pas? Ça va te sortir de la maison, ça va te faire faire du sport, ça va te faire rencontrer des gens et ça va te faire du bien. Mais Mm. je ne croyais pas tout au début qu'il allait vraiment réussir à traverser la Manche. Mais on a eu quand même 2 ans d'entraînement. Il a réussi et il a changé son parcours de vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va rencontrer des gens qui vont lui faire des conférences, puis plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il Et a aujourd'hui, choisi. Il a choisi qui il voulait devenir et il s'en est donné les moyens. Il a choisi. Et ça, je vois voilà, aussi et le je parallèle, pense, tu vois, ça c'était super important dans la vie. On peut choisir. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi par rapport c'était pas regarder, c'est mon grand-père, c'est mon histoire, c'est mon papa, c'est pas du tout dans ce sens-là. D'ailleurs, des gens peuvent porter un jugement même négatif, comme tu dis, sur mon grand-père portugais que moi j'ai adoré. Non, c'était regarder, on peut choisir vraiment qui on veut devenir. Et l'extraordinaire destin de Xavier, différent de l'extraordinaire destin de Philippe, ce sont des choix en fait. mais exactement. Et ton père a pu choisir sa vie, en fait, à la fin. Parce qu'il a rencontré ta maman. C'était pas une histoire facile non plus. Il a pris des risques pour elle, des Ouais. grands risques. C'est vraiment des preuves d'amour intenses. Et il est tombé amoureux de cette femme, je pense, dès le premier jour où il l'a vue. Parce Oui, c'est que sûr.
Parce que vu comment il a agi pour elle, etc., il le faisait pas avec ses autres clients. Donc il a vu qu'il y avait quelque chose qui pourrait se passer entre eux. Et c'est une alchimie en fait, Oui. quelque Note chose. que mon papa a un point commun avec toi, et puis c'est cette volonté, cet amour de l'autre, en fait, d'aider l'autre. D'aider l'autre. C'est pas Tout- comme dirait la psychanalyse, celui qui veut absolument aider l'autre pour soi-même, pour des choses pour soi. Mais non, il y a vraiment. Est-ce que je pense aussi que comme lui, il a eu des difficultés dans son enfance, euh, il comprend mieux les jeunes. Parce que lui, il a été juge pour les jeunes. Et d'ailleurs, c'est un juge pour les jeunes qui m'a beaucoup aidé aussi à un moment donné dans ma vie. Je le Oui, raconte pas. j'ai souri Tu l'as raconté que tu es devenue Je l'ai secrétaire. raconté, je me rappelle plus si je l'ai raconté dans Oui, le et livre. j'ai souri quand j'ai vu que tu es devenue secrétaire du juge aux affaires familiales. Voilà, parce que en fait mes parents étaient très fiers évidemment. Et quand je suis arrivée à l'adolescence et qu'il fallait que je rentre au lycée, mon père il a dit non, tu n'iras pas à l'école parce que bah, je suis une fille dans l'école. Avec les garçons, c'était l'âge de la puberté, etc. Ça l'inquiétait et il s'est dit bah tu n'iras plus à l'école. Et je reste à la maison pendant 2 ans. Et c'est ma voisine qui me voit et qui se dit mais c'est pas de son âge de rester à la maison et de s'occuper d'une maison, quoi. Il faut qu'elle vive, cette gamine. Et elle connaissait donc un juge qui s'occupait des jeunes. Elle l'a appelé et ce juge a été intelligent parce qu'il s'est dit, si je la mets dans un truc qui est pas trop, ça va pas plaire à son père. Et si je la mets dans un tribunal, son père va être content de dire, tiens, Susanna, elle travaille dans un tribunal, elle tape des enquêtes pour les juges aux affaires familiales, etc. Ça le rendait fier et du coup, il m'a laissé partir parce qu'il était fier de ça. Mais j'étais simplement une secrétaire qui prenait des rendez-vous. J'étais pas du tout. Non, mais Mais ouais. le fait de travailler dans le tribunal, mon père était fier et du coup, bah, il m'a laissé travailler là-bas. Et c'est Et ça à partir de là, j'ai fait plein de choses. la valeur du travail, en fait. Mon père, lui, il a appris à être aimé de cette façon-là. Pour plaire à celui qui pensait être son père, je dois faire, je dois bien travailler tout d'un coup, je dois travailler. Et toi, c'est ta façon aussi dont tu as appris à être aimé dans cette valeur du travail. Je suis aimé parce que je fais. Ouais. Mm. C'est ça. Philippe me le dit souvent. Des fois, bah, il y a des fois où je suis moins attentionnée, si tu veux. Mais par contre, je travaille beaucoup. Je vais lui faire à manger, je vais préparer les plats qu'il aime, etc. Et des fois, je sens qu'il est un peu chafouin et je dis, mais en fait, il veut que je sois plus attentionnée envers lui, pour lui-même, pas forcément du travail que je fais pour lui. Mais c'est ton C'est parce langage que de l'amour. Tu as voilà, reçu de l'amour comme ça, et toi, c'est ton langage de l'amour. Tu as lu voilà. les 5 langages de l'amour de Chapman. Est-ce que tu as lu ce livre? Non, non du tout. Ah ben ça c'est un très beau livre à lire qui décrit comment, enfin cet auteur, ce psychologue dit qu'on a chacun une façon de donner et de recevoir de l'amour, ce qui crée beaucoup de quiproquos parce que par exemple tu as de donner de l'amour avec des services rendus, avec des gestes, avec la parole, avec des moments de qualité et avec des cadeaux. Ouais, Et en fait, exactement. et l'autre peut-être ne reçoit pas de cette façon-là et peut-être donne d'une autre façon. Et du coup, c'est de comprendre quel est ce canal, comment la personne reçoit de l'amour et en donne. Et ça, Ouais. franchement, ça aide beaucoup de couples de comprendre, ou pas que couples, en parents-enfants. Exactement, parce que ben, on n'est pas pareil, hein, forcément. Il faut apprendre à se connaître et parfois c'est compliqué au début. Maintenant, on se connaît, on sait comment on doit faire. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je donnais beaucoup d'amour en faisant énormément pour lui, mais c'est pas forcément ce que lui il avait besoin à ce moment-là. Donc après, j'ai appris à donner de la manière que lui il préférait. Donc c'était moins fatigant d'ailleurs. C'était moins fatigant. Donc voilà, plus d'attention, plus de sorties avec lui. Parce que c'est vrai que je m'étais un petit peu écartée des sorties parce que quand je suis avec lui, bon bah il est beaucoup alpagué dans la rue par les personnes qui le reconnaissent. Et parfois j'avais pas envie de ça moi en fait. Avant on allait se promener, on était plutôt tranquille. Mais c'est la rançon de la gloire en fait. Quand on est connu, bah on est arrêté tout le temps dans la rue. Et puis ça repart. Bon, il y a des gens qui sont bien parce qu'ils disent c'est vrai, c'est beau ce que vous faites, monsieur. Mais il y en a qui s'arrêtent et qui discutent pendant des heures. Et puis nous, bah, finalement, on finit par pas faire ce qu'on était parti faire au départ. Et c'est Parce que un peu. vous avez la patience. Mon père, c'est pareil dans la rue. Les gens l'arrêtent. Et en plus, dans la région, il est un peu connu par sa fonction. Donc lui, il pouvait passer des heures comme ça mais à parler avec les gens. Mais est-ce que ça nous apporte pas plus dans la vie d'être comme ça, même si c'est la société? Parce qu'il y a une partie, je suis d'accord, je vais faire attention à ce que je dis parce que je veux pas dire quelque chose que je veux pas dire.
Mais c'est important de savoir dire non, de penser à soi, de prendre du temps pour soi. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une voie et une partie de la psychologie qui commence à m'agacer du bête non? Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. je dois apprendre à dire non, donc je me suis retrouvée dans une situation comme ça au téléphone. Je demandais quelque chose à quelqu'un, mon père était perdu et je sentais bien non, non, là, non. Et je me Mhm. suis énervée parce que je me dis mais ça n'a aucun sens de dire on doit apprendre à dire non et c'est important et de mettre sa bulle, mais ça n'a plus de sens juste quand c'est juste voilà, là non, je pense à moi, non, et je pense à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. C'est de la psychologie. Il y a une partie de la psychologie, ouais, et c'est même plus de la psychologie, c'est coach, etc. À un moment donné, je me dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la causalité linéaire, c'est même plus de la science, c'est plus rien du tout. C'est juste, on va faire 2 heures de coaching pour finir par dire il faut prendre du temps pour vous, hein, ou apprendre à dire non. Ok, merci, ça m'a beaucoup aidé. Non, mais je sais pas ce que tu penses, tu vois, de cet équilibre. Bien sûr qu'il faut, et moi je le dis, enfin je te le dis dans le début de pas, c'est même pas une interview, je parle d'interview, mais pour moi c'est vraiment une rencontre, un échange, mais de savoir comment on fonctionne. Par moment, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me ressourcer pour moi et puis des choses, mais est-ce qu'on n'est pas dans une voie de société comme ça et du coup du lien social et d'une bêtise humaine quoi. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il faut savoir doser. On va peut-être avoir des moments où on a envie de partager avec plein de monde et puis on va avoir d'autres moments où on a envie d'être seul. Il faut pas rentrer dans les extrêmes, ni trop pour soi, ni trop pour l'autre. Il faut vraiment savoir équilibrer et s'écouter en fait. Écouter quand on a envie d'être avec les autres, écouter quand on a besoin d'être seul, parce que c'est normal d'être aussi à son écoute. Et par contre, il faut pas rentrer dans les extrêmes en disant tout le temps non, 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 pour avoir une quelconque affirmité qui Ouais. n'est pas justifiée finalement. Et de l'autre côté, de pas trop donner non plus, parce que c'est vrai que est-ce que c'est pas plutôt mieux de savoir doser, équilibrer, réfléchir. C'est ça aussi l'intelligence, c'est de savoir dire non, mais intelligemment, pas dire non parce qu'il faut absolument que je Mais m'affirme. oui. Et savoir donner, mais tout en sachant aussi qu'il faut se préserver. Et ça, Oui, ou c'est pas, très pas tout compliqué. donner à tout le monde de la même façon, savoir à qui Voilà, on s'adresse, voilà, savoir à qui. exactement. Et savoir faire des S- pauses aussi de soi, parce que oui, bah, si tu donnes tout le temps, tu vas t'épuiser. Forcément, bah, toi, tu vas être fatigué et à un moment donné, bah, ça va plus. Il faut que et tu es sans obligé de tomber faire des pauses. et sans tomber dans la peur de l'autre, parce en ayant été victime, et moi, c'est vrai que moi, dans le monde de la musique, j'en ai eu des managers, des personnes un peu comme ça, je les attirais, parce que pas de par mon histoire familiale d'ailleurs, hein, je veux dire, j'attirais des personnalités comme ça, et puis à un moment donné, mais du coup, ne pas non plus tomber dans la peur. Tout d'un coup, je vais me fermer, je vais avoir peur que tout le monde soit manipulateur, je vais avoir peur, Bien non, sûr, non. parce que Non, sinon, on non. vit plus. Non, non, bien sûr, il faut savoir être intelligente et voir dans la personne. Et on connaît maintenant les petites questions et tout ça qui peuvent t'apporter la réponse sans que l'autre ne se déshabille complètement. Tu vois, c'est ah oui, la question, ils ont une façon de répondre qui va te permettre de savoir qui il est vraiment, la Ouais. personne, elle ou il. Hein, je suis pas Elle, entre ouais. Ouais. Et moi, les hommes, maintenant, c'est marrant. Enfin, les hommes, j'ai une espèce de radar comme ça. Et des moments, je me dis, je dis pas que la personne est forcément, mais il y a quelque chose là. Et les femmes, oui, m'ont surprise par moments. Et je veux pas non plus les étiqueter, ces personnes-là. Je pense que c'est vraiment des fonctionnements qui datent d'un mal-être même de leur enfant. Je pense que ce sont des personnes finalement Ouais. qui ont une estime de soi du niveau plus bas que zéro, qui se construisent un faux self, un faux moi hyper gros. Ils se mentent à eux-mêmes et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont. Pour moi, c'est de l'ordre de la maladie. Et ça Mhm. aide d'ailleurs de voir ça c'est de l'ordre de la maladie et puis on a plein d'exemples. Même dans la Bible, il y a un exemple avec Élie et Jézabel, c'est marrant. Élie qui est un prophète, du coup qui voit, qui a des ressources, et Jézabel qui est vraiment la représentation de la manipulation. Ah ouais. Enfin, voilà, nous, on doit détecter les gens comme ça. On apprend de toute façon de nos erreurs. Moi, j'en ai connu et aujourd'hui, je sais les détecter. Je fais attention, mais sans être dans l'extrême non plus, parce que Mmh, bah voilà, on vit pas avec eux forcément, mais on fait non, attention. mais Donc, en tout cas, il faut savoir dire non, mais il faut aussi savoir, il faut équilibrer les choses, quoi. On peut pas. mais C'est à nous de ressentir. moi je pense qu'il faut apprendre à savoir comment on fonctionne, comment nos forces, nos aptitudes, etc. Et puis à reconnaître chez l'autre ce qu'on a envie de donner, pas donner. Et
à partir du moment où on sait comment fonctionne, et pourquoi, même par exemple pourquoi moi je chante, pourquoi je voulais être artiste, il a fallu que je comprenne les pourquoi, tout devient beaucoup plus fluide, même dans les relations, et on se détache et des relations toxiques et de tout ça. Tout devient à s'attacher aux racines. Ces feuilles-là aussi se transforment. J'ai envie d'aller Exactement. à la conclusion flamboyante de notre long et riche échange. Moi, j'ai envie Oui, juste, si je peux résumer, moi, ton livre, c'est un livre qui m'a pas que fait découvrir les aidants, mais bien sûr, en le lisant, je savais que c'est quelque chose que tu voulais mettre en lumière, et la conclusion de ton livre est hyper claire, et voilà, on invite les autorités à un peu plus penser. Au Portugal, tu le dis, c'est qu'au Portugal, il y a beaucoup de boulot. Moi, justement, avec ma grand-mère, dont je parle dans le livre Angélique, à la fin, elle est venue au Portugal et est en chaise roulante à la fin dans Lisbonne. Quand oui. j'étais bloquée dans les trams, dans les rails du tram, là, au milieu, avec ma grand-mère. Il y a beaucoup à faire au Portugal pour les fauteuils, Oh surtout à oui, Lisbonne. surtout à Lisbonne, là. Même pour les filles en talons, ne venez pas en talons à Lisbonne, ça ne vaut pas la peine, là. Les petits Et pavés, ça, il faut avec mettre des les petits baskets. pavés, oui, c'est joli, mais c'est pas pratique pour marcher. Même pour les Non. fauteuils, c'est très compliqué. Ah non, c'est très Et, compliqué. et les Oui. trottoirs sont hauts de ça. Oui, c'était bien physique. Pour un fauteuil, bah, c'est un peu compliqué. Bah, on a fait Oui. plusieurs fois Lisbonne avec Philippe parce qu'il fait des conférences aussi à Lisbonne. D'ailleurs, la prochaine fois, on te préviendra si tu veux participer à une conférence de Philippe. Avec Et plaisir. c'est vrai qu'on a fait l'expérience du fauteuil roulant à Lisbonne avec les petits pavés, les hauts trottoirs et tout ça. C'était compliqué. Ah, c'était Il y a, hyper il y compliqué. a un travail énorme à faire si on veut rendre Lisbonne accessible. Alors, on a trouvé une solution. C'est que on a les petits tuk-tuk en bas de Lisbonne. Ouais. Comme Philippe, il a un fauteuil léger qu'on peut plier, donc on prenait le tuk-tuk pour nous monter là-haut, et puis après on redescendait en fauteuil, parce que monter en fauteuil, c'était Bonne idée. compliqué. Donc Bonne voilà, idée. c'est notre petit truc. Maintenant, quand on va là-bas, on sait qu'on prend un petit tuk-tuk qui nous monte là-haut, au château, et puis après on redescend tranquillement pour aller visiter à droite à gauche et manger dans Mais les moi, petits restos. moi j'ai envie de dire que ce livre, ce n'est pas du tout que sur les aidants, c'est sur toi. C'est Oui, sur ton oui, histoire familiale d'une nana portugaise. C'est sur une luso-descendante portugaise. Mais c'est l'histoire d'une femme qui croit en l'impossible, qui ne connaissait pas toutes ses ressources, qui a vraiment enfin, pour moi, j'ai découvert une femme d'une grande intelligence, vraiment, et pas c'est seulement gentil. émotionnelle. Non, mais je le dis ce que je pense. Très bien écrit, très fluide, très tout de suite dans l'émotionnel. Quand Philippe C'est tout vient, ça. ah non, c'est pas tout simple, c'est très bien écrit, c'est très Après, agréable à lire. attention, je tiens à dire que je l'ai coécrit avec Emmanuel Dalseco, qui est une journaliste pour le journal handicap.fr, qui est une Ok. grande amie aujourd'hui, parce que bah, elle a écrit aussi les livres de Philippe, etc. Donc aujourd'hui, c'est comme de la famille, en fait. Ouais, ben Voilà. ça se sent que c'est pas le fruit du hasard, ce livre, c'est le fruit de vraiment. Et j'ai vraiment, je l'ai dévoré aussi ton livre. Et c'est ma conclusion, c'est vraiment d'inviter tout un chacun à découvrir pas seulement Philippe Croison que vous connaissez peut-être, mais à découvrir Susana, uma portuguesa que vale a pena. Vraiment, et je trouve que tu portes, c'est magnifique comme tu portes pas seulement la cause, mais sur de se retrouver soi, sur plein de sujets que tu abordes, le sujet des femmes, euh, et de la foi, et même de ce chemin spirituel. Voilà, est-ce que tu veux, toi, conclure avec une conclusion flamboyante sur le livre, les liens que tu as trouvés, comment tu as envie de conclure? Ah oui, alors moi, pour vous dire, ce livre-là, il faut absolument le lire. Parce que déjà, il a une très belle couverture, mais alors l'histoire qu'il y a dedans, jusqu'à la dernière page, vous êtes surprise parce que vous découvrez des choses tout le long. C'est un parcours de vie déjà très compliqué, sur la recherche de soi, de son passé, en fait, qui nous invite à un voyage, à aller chercher nous-mêmes d'où nous venons et quelle est notre histoire. Parce que personne se dit, tiens, j'ai envie de connaître l'histoire de mon grand-père, comment qu'il était quand il était petit. Et ce livre-là bah, m'a invité à le faire. Donc aujourd'hui, j'enregistre ce que me dit ma mère parce qu'elle a 84 ans et que à 84 ans, elle peut partir assez rapidement parce qu'il y a des maladies, etc. Et donc j'ai besoin d'avoir une preuve, enfin un récit de leur passé pour savoir moi qui je suis et pour que mes petits enfants un jour sachent qui était ma mère, qui était mon grand-père, qui j'étais moi et
qui était leur mère, éventuellement, si ma fille plus tard veut aussi enregistrer. Je pense que c'est un très, très beau livre à lire, absolument. J'ai adoré cette histoire. Je l'ai lu en 4 jours. Parce Ça, qu'il c'est faut quand même. incroyable. Je l'ai lu en 4 jours parce que j'étais en vacances aussi, hein. Mais, Non, je j'ai veux dire, passé du c'est temps. parce que je sais que c'est pas un livre qui est facile à lire. Ça, je sais que c'est d'habitude pas un livre qu'on a envie d'ouvrir près d'une piscine. Le début du livre, je sais qu'il peut être, enfin, même rebutant, je le dis moi-même, parce que je l'ai écrit d'une façon. Non, je n'ai Et pas non, en ressenti ça fait, comme ah, ça, bah non, mais mais c'est un livre. non, mais C'est un livre où pardon. on a besoin d'être vraiment dedans pour vivre avec les personnages qui ont vécu cette histoire-là. C'est vrai que j'avais besoin d'être à côté d'eux et de vivre l'histoire avec eux, et en même temps, ça te fait réfléchir sur pas mal de choses sur toi-même. Donc des fois, tu fais des pauses en pensant à toi et à ton passé, et comment aurait été mon grand-père, comment aurait été ma grand-mère, etc. Donc c'est vrai qu'il donne beaucoup à réfléchir et beaucoup euh, à faire de choses qu'on ne pense pas à faire, et qu'un jour on se dit bah c'est dommage, c'est trop tard, comme pour mon papa qui est parti aujourd'hui et que malheureusement je n'ai pas connu son histoire. Il ne m'a pas raconté comment il a fait le salto, qui est quand il arrive clandestinement en France. Et là tu as ces magnifiques cassettes de ton grand-père qui est vraiment un trésor et qui permettent d'ouvrir vraiment le coffre trésor de toute ton histoire, de ton arbre généalogique. Et c'est formidable, quoi. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de le lire. Bah, Franchement. merci d'avoir pris le temps de le lire et surtout, je veux dire que les cassettes, il a fait ses cassettes en sachant que je voulais un jour écrire. Donc, je ne pouvais pas ne pas. Moi, j'ai Elles eu du sont, mal à ne elles pas. sont Je voulais très bien pas. transcrites, les cassettes, parce que tu as mis les émotions qu'il ressentait au moment, comme tu vois, quand il toussait ou quand il était fatigué ou que sa respiration était forte. On a l'impression d'être avec lui, en fait, en train de lire la cassette. C'est un truc Et, formidable. et je remercie des amis qui m'ont autorisé à dire Wendy, tu peux un peu, tout petit peu transformer. Je voulais pas, mais pour que ce soit un petit peu plus agréable à lire, à recréer des petits dialogues, mais j'ai voulu le transformer le moins possible Mhm. pour le respecter. Mais c'est vrai que je suis tellement enchantée de ton retour que ça t'invite toi à aller, parce que c'est facile de dire oh je n'ai pas écrit juste pour parler de mes histoires, mais ça fait beau de dire ça, mais c'est vraiment réel. J'ai envie que ce soit dans un partage, que les gens aient recherché dans leurs histoires, que ça les questionne sur des sujets, que ce soit je parle de spiritualité dans le bouquin, de résilience, comme toi ça m'a amené à penser bah forcément Philippe fait ce travail par rapport au handicap, mais à la position d'aidante, de femme. Ton Il y a livre plein de aussi amène similitudes beaucoup. hein, dans nos deux livres, plein. Oui, plein de similitudes sur. Tu m'as fait penser à Angélique, je te l'ai dit, des fois à mon père, des fois à moi. Mhm. Voilà. Mais en plus, en live, comme ça, je te trouve très belle, Susanna, Ah, Philippe, bah, c'est gentil, merci. vraiment Ah bah, on très est jolie, tous très belles. lumineuse. En Mais tout quand, cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de le lire, et il va me donner beaucoup de travail maintenant hein, à rechercher tout ce que j'ai à chercher, mais j'ai envie de le faire. Ça m'a donné envie de faire ça, et tu vois déjà, c'est une très bonne chose donc d'aller lire. j'attends ton livre flamboyant à toi, alors un jour, On va c'est tous ça qui écrire est. des livres flamboyants, numéro 1, numéro 2, numéro Mais 3. oui, ce serait génial qu'il ait la série des flamboyants. Pourquoi pas, on va créer la série des livres flamboyants. Ça, ce serait comique. Oh, bah oui, c'est génial. En tout cas, voilà, j'étais ravie d'être avec toi. Une idée pour Lisbonne que tu dis dans ton livre, que j'ai trouvé ça sympa, les maçons du cœur, d'aller un jour avec plein de maçons mettre du ciment devant les restaurants pour faire des petites rampes. Si Bah oui, des parce ma... que des fois, je dis, c'est un minimum de choses pour que les fauteuils puissent accéder. Je dis, s'il n'y a pas des maçons du cœur qui pourraient mettre un petit peu. Ils arrivent avec leur bétonnière, tu vois, et puis Mais ouais, partout dans les c'est endroits génial. répertoriés, hop, ils mettent un peu de béton. Et c'est en ça que Mais bon, je te trouve tellement inventive, pleine d'idées, pleine de ressources. Et c'est en ça que je me dis, enfin, je veux pas trop dans le HP, mais que tu es vraiment d'une tu sais, il faut intelligence, d'une toujours créativité à tier. Lisbonne, je sais pas qui gère Lisbonne, le président da Câmara, le maire hein, de Lisbonne, etc. Mais malheureusement, il faut toujours que ce soit une personne qui soit concernée pour que les choses avancent. Bien sûr. Tant qu'il n'y a pas, bah, les choses ne bougent pas. Et bon, je suppose qu'il doit y avoir des trucs de fait pour les personnes handicapées à Lisbonne, mais c'est pas. Il faut demander. C'est pas j'arrive, voilà, je sais que je vais accéder à tout, mais il faut demander. Je sais qu'il y a des trucs de fait, mais il y a encore cette démarche d'aller demander. Et moi, j'aimerais bien arriver à Lisbonne et me dire c'est bon, on peut aller partout parce que la ville, elle est adaptée. Et le jour où ils penseront à faire la ville adaptée et qu'ils se mettent des étoiles en disant Lisbonne est la ville la plus adaptée du Portugal, ils y gagneront.
à faire ça. Mais il Génial. faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit la locomotive de tout ça. Et tant qu'il n'y a pas la locomotive, bah, c'est compliqué. Mais ça peut être notre conclusion. Tant qu'une personne ne choisit pas, ne décide pas de faire quelque chose, que ce soit pour sa vie, pour sa ville, pour son pays, pour des gens autour de soi, tant qu'on ne le choisit pas, rien ne se passera ni pour soi, ni pour les autres, Mais pour les euh, autres, ni il pour faut les toujours autres. qu'il y ait quelqu'un qui soit la locomotive et qui traîne tous les autres. Faut attendre, quoi. Bah, j'ai plein de choses que j'aurais pu faire au Portugal parce que mais c'est pas fini. Chacun, je pense qu'on a des visions et des instants, des moments dans nos vies. Et l'important dans la vie, c'est d'avoir des objectifs, des visions. Et c'est super important pour les jeunes d'ailleurs qui nous écoutent, d'avoir un rêve, une vision, de croire en quelque chose, quelle que soit la chose. Et où on n'est pas toujours que, même si moi je dis, ah ben toi tu fais ta musique, tes trucs. Mais je vous avoue que dans ma démarche à la base, moi j'écrivais des chansons pour faire des cadeaux. Je vais écrire une chanson pour dire à mon grand-père que je l'aime, pour dire des secrets. mais Jamais j'aurais pensé un jour, je parlerai de ça. J'en rêvais, mais la vie m'a conduit sur des chemins de rencontres de personnes qui m'ont vraiment encouragée dans ce chemin-là. Mais sans ces personnes, d'ailleurs, sans mon mari aujourd'hui, mon projet n'est rien. Je veux dire, sans les autres nous sommes tous un moteur pour quelqu'un d'autre, pour une cause, pour une vision. Et ouais, exactement. Et même pour notre famille. pour notre Parce que, famille. je veux dire, par exemple, moi, j'étais le mouton noir de ma famille, finalement. Celle qui ne fait jamais comme les autres. C'est-à-dire que chez nous, il fallait se marier, avoir les enfants. Non. D'abord faire la maison, se marier, avoir les enfants. Moi, j'ai rien fait de tout ça. J'ai tout fait à l'envers. Et encore, mais bon, voilà, j'ai des idées qui sont pas comme toutes les autres. Et pour moi, c'est logique qu'on avance dans le temps. On peut pas vivre comme il y a 100 ans en arrière. Les choses ont changé, on doit changer avec le temps, mais tout en gardant quand même cette racine à côté de nous Nos pour se dire valeurs. à qui se rattacher en se disant on vient de là, reste là et pas trop aller trop loin et après perdre le nord et puis se dire de se donner une importance qui n'est pas vraiment euh, qui n'est pas bonne pour la vie en fait. Il faut rester toujours sur son petit chemin tranquillou avec cette force. Moi c'est ce que je pense. Hein, c'est pas parce que on écrit un livre qu'on va devenir quelqu'un d'important. On a écrit un livre parce qu'il faut partager avec les autres. Et puis voilà, et c'est tout. C'est tout. On a envie de ce Et, partage, on a envie de le raconter, on a envie que les gens connaissent cette vie et que si ça peut leur apporter quelque chose, eh bien tant mieux. Et voilà, je n'ai pas écrit un livre pour me donner une certaine importance, quoi. C'est vraiment bah, pour un partage. alors là, Pour, tracasse pas en le lisant, la personne qui va lire le livre. Et moi, ouais, j'ai pas non plus écrit. Et je vous avoue que moi, le livre, c'était pas une volonté. À la base, c'est quelque chose d'émotionnel. Et puis, ça pouvait même, entre guillemets, mettre en risque ma carrière, mais c'était pas quelque chose de naturel dans mon chemin à moi. J'ai dû me sortir de ma zone de confort pour le faire. Et mhm. c'était pas dans un but exister. Même la musique, je sors pas tout le temps des musiques. Je veux faire des choses qui ont du sens. Et ça, c'était juste quelque chose qui avait du sens. Ça avait Bah, du comme sens, ça, beaucoup de sens de le faire. aussi, ça a du sens. Et puis dedans, vous avez aussi les QR codes. Ah oui. Vous savez, on n'en a pas parlé de ça, des QR codes, mais j'ai Ah trouvé bah ça oui. tellement génial. Et en fait, ce sont des QR codes qui emmènent sur la chanson qui a été faite sur ce passage de livre, les petits QR codes là en bas, qu'on Ouais, mais prend tu sais avec pour son portable et qui te ramènent sur la musique. mais c'est parce que ça, J'ai trouvé mais ça pour la génial. petite histoire, en fait, rapidement, tu sais, on est dans la conclusion, mais toi et moi, on ferait une conclusion de 3 heures. Mais pour la petite histoire, Ça a c'est duré que plus que la télé. on va arrêter, après on va parler 3 heures en off. Mais les musiques, c'est juste que j'avais un album qui était prêt en français en 2015, et puis je ne le sentais plus. Et mon manager à l'époque, il dit, enfin, oui, c'est bon, on y va. J'ai dit, non, écoute, non. Je dis, c'est peut-être parce que j'ai chanson en anglais, je dois aller au bout de ça, ok, je vais au bout. Et je sentais en moi un truc, j'ai lancé Tree. Et puis, non, on attend. J'ai dit à mon équipe, on doit attendre, on doit attendre. Une aventure chouette en Espagne, on doit attendre, je sais pas, on doit attendre. Puis je sors Game Over. On filme Game Over dans des rues de Lisbonne où tout est figé, comme si tout était figé. Puis une semaine après, c'est le confinement, le Covid. Ah ouais. Et même des gens m'ont dit, mais c'est bizarre, on dirait que ton clip est prophétique. Mais en même temps, en moi, il y avait un truc. Et puis, j'avais ces cassettes que je retranscrivais dans mon journal intime pour moi. Confinement, je dis, bon, il faut que j'aille au bout de ce truc. Mon père est en Belgique, je suis au Portugal, on va s'envoyer des emails et on va faire quelque chose. Je pensais à la base en roman, mais c'est pas du tout un roman, c'est plutôt une chronique familiale au final.
Et en fait, durant toutes ces années, j'avais plein de chansons. J'écris, et toutes ces chansons, beaucoup en fait, avaient un lien avec mes histoires familiales. Tout à Donc quand fait. j'ai mis un point final, et je pensais sortir un album qui allait s'appeler Tree, au final, j'ai sorti un album qui s'appelle Jacaranda, le nom d'un arbre. Oui. Le titre du livre s'appelle Les Flamboyants Bleus, qui est le nom qui est le nom du jacaranda. Et pour Ouais. conclure, je dirais juste le petit signe de ma grand-mère Angélique. Donc, c'est bizarre que le titre jacaranda, c'est un peu plus commercial. Et je voulais pas du coup le mettre en single. J'hésitais beaucoup, même si ça paraissait évident. On choisit finalement de le mettre en single en lançant tout l'album lié du coup au livre. Et je rentre chez mes parents en Belgique pour la promotion. Et mon mari, qui a fait, tu parlais de la cover du livre, mais c'est lui qui a fait la cover. Donc lui, il a jacaranda en tête. Et il voit sur le mur de l'entrée de chez mes parents une peinture. Il dit, mais ça, c'est un jacaranda. Et puis ma mère, en repassant, en fait, oh, bah oui, c'était un cadeau de la grand-mère de Wendy quand elle était petite, même bébé. Ça n'avait pas de sens qu'on lui offre comme ça, qu'elle dit une peinture. Et je crois que même derrière, il y a encore une petite note de sa grand-mère. Je suis, ah bon, c'est à moi, le tableau, c'est pour moi, ok. Et je retourne le tableau, et il y avait encore la petite note de ma grand-mère. Pour Wendy, voici un tableau de Jacaranda, le flamboyant bleu, du prof de dessin de ton père de cette ville en Afrique. J'espère que les flamboyants bleus. Mais qu'est-ce que ma grand-mère voulait me dire avec cette peinture? Elle savait, en fait, que j'étais le fruit de l'amour de sa vie, d'une Mhm. histoire. Et derrière tout ça, en fait, elle me transmettait quelque chose qui était beaucoup tu, qui était aussi sous la honte et le tabou. Moi, j'ai levé les tabous, en fait, dire, ok, des histoires, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, si j'avais déjà terminé d'écrire le livre, mais si j'avais vécu ce moment-là, j'aurais terminé le livre avec cette histoire. Donc, on a toujours aussi des petits clins d'œil qui viennent des Et il fois y en a d'ailleurs plein. dans. Et il y en a plein des clins d'œil justement parce que tes chansons sont écrites avec ce qui s'est passé dans ta vie finalement et l'histoire de tes parents, tes grands-parents, etc. Les flamboyants bleus qui étaient très en nombre au Congo puisque ton père envoyait au Congo, qu'il a revu quand il est revenu au Portugal, parce qu'au Portugal, il y en a beaucoup aussi qui lui a rappelé le Congo, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a certainement quelque chose autour de cet arbre qui est assez important. Mais Ça peut ouais, représenter l'amour que vous avez tous entre vous. C'est vrai que tout. c'est joli, c'est très très joli comme histoire. Et ce qui est Et joli, par c'est que moi, contre, l'arbre généalogique, c'est peut-être compliqué de le remettre en ordre parce que je me dis, quand on doit aller chercher sa famille, déjà, moi, c'est compliqué, je suis en train de le faire. Et il faut aller chercher des gens à droite, à gauche, ça t'emmène encore dans une autre branche. Alors toi, imagine tout ce que tu dois ramener sur ton arbre généalogique. Ça doit être assez formidable à chercher, ça aussi. mais ça a été fait en fait avec le livre. Finalement, j'ai mis un Et peu de oui, l'ordre dans toutes ces histoires et essayer de voir le faux du vrai, même si tout ce qu'on raconte, tu le dis dans le livre aussi, toi, de Philippe, que des fois c'est un mytho. Tu dis c'est marrant, c'est pas du tout. Mais bon, c'est en fait. il a tendance à enjoliver les histoires parce qu'il faut, voilà, il arrondit un peu les histoires, mais la base reste la même. Mais des Mais fois, je je crois que dis, mon. il s'en va où là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi il dit ça? Et Ouais, c'est c'est marrant, parce qu'il a un public. Il faut bien leur raconter un truc. je pense que mon grand-père portugais avait ce côté-là, en fait, des histoires extraordinaires. Après, il avait vécu des histoires extraordinaires, et Philippe aussi a vécu Oui, des histoires extraordinaires. Mais c'est génial d'avoir des personnes comme ça parce qu'elles donnent de l'imaginaire et nos souvenirs. Il faut savoir qu'on reconstruit nos souvenirs, que jamais rien n'est. Quand on dit, moi je dis que c'est toute la vérité que j'ai racontée, mais c'est juste des souvenirs qui m'ont été racontés et on modifie sans cesse nos souvenirs. Donc c'est sans ouais, doute tout à sa fait. réalité, sa vérité, parce que, et ces souvenirs, je me suis dit, tiens, je me suis fait la réflexion, tiens, est-ce que le fait de modifier en non-stop nos souvenirs, ça c'est quelque chose que la science nous explique, mais est-ce que ça ne nous aide pas en fait vu que parler, même dans le trauma, moi qui étais psy aussi, qui fait un mémoire sur le traumatisme de guerre, est-ce que ça ne nous aide pas des fois de formuler, ça nous aide, enfin c'est prouvé, il n'y a pas que ça qui aide, mais la parole vraiment est libératrice, aide, Mhm. donc de reconstruire et de le formuler, de s'auto-guérir peut-être, et de S'auto-guérir remettre en en parlant, reformulant. en reformulant et en remettant l'histoire, cet événement avec un passé, un présent et un futur. Exactement, ouais, ça guérit. C'est peut-être un processus de guérison de cette histoire qui peut-être était douloureuse et qui petit à petit, à force d'être racontée, s'allège et puis arrive à un moment donné, ça devient une histoire qui est assez
légère à écouter. Flamboyante. Et Et flamboyante. voilà. Après, moi, je vous invite à lire le livre de Ma vie pour deux. Dans l'ombre du héros, une femme. Mais quelle femme, Susanna, vraiment. Quelle femme flamboyante. C'était ma rencontre, ma première rencontre flamboyante. Il y en aura d'autres avec des invités qui arriveront au fur et à mesure, selon le temps qu'ils mettent à lire le livre et selon vraiment des invités que je veux choisir. Et j'étais honorée que tu sois ma première invitée, que tu me fasses confiance Eh sur bien, cette rencontre flamboyante. Vraiment, merci, avec plaisir Susanna. partagé, Wendy. J'étais très heureuse de partager ce moment avec toi en parlant de nos deux livres. Et Et si je suis certains nous très contente. écoutent, Franchement, je suis très contente de l'avoir lu et je dirais je dis au revoir. Je suis très contente de l'avoir lu et qui m'a donné vraiment l'envie d'aller découvrir mon passé. Dedans, il y a plein de surprises. C'est une histoire, on n'imagine pas des histoires comme ça. Voilà, et j'espère qu'il y aura un film là-dessus, franchement. ça c'est mon Parce que, rêve. Mais tu sais que quand j'étais jeune, je crois qu'on me prenait pour une mytho quand je racontais mes histoires. Je crois qu'on disait Wendy avec ses histoires, c'est un peu mytho. Mais, euh, mais oui, ça c'est mon rêve du film. Mais pourquoi pas toi ton film avec le point de vue de la femme? Moi, quand je disais, je rêve beaucoup de films et tout ça, mais quand j'ai ton livre, je me dis mais ce serait génial aussi un film où on parle de alors, l'enfance de je vais t'apprendre Susanna un et truc. de. Je vais t'apprendre un truc. Il est justement adapté. Normalement, il commence à être tourné en 2025 pour fin 2025 ou début 2026. Donc, la Ouh. traversée de la Manche plus ce livre-là. Et Celui-là? le J'ai décidé de vivre. Oui, bah, parce que Ah c'est notre histoire en fait. mais moi je Ce veux qui est- voir le film de ta vie. Je veux voir bah, le c'est film. ça ma vie. Ah, oui, je sais, mais tu vois ce que je veux dire, Parce je que trouvais ça génial, c'est de ta perspective et des deux perspectives. Ça ferait même une série. Enfin, moi, même les flamboyants, j'en vois même, je vois, j'imagine même une série, même une voilà, série avec le point de vue d'une femme. Je trouve ça formidable de. tout à fait, ça sera un très beau téléfilm au point de vue, parce que ce qu'a vécu Angélique et tout ce qui est autour Ah, d'elle, c'est magnifique, quoi. Franchement, tout cet aboutissement et dans cette résilience, dans cet amour, même s'il y a des choses qui sont très compliquées, bah, tout le monde est resté dans l'amour, parce que quand tu dis que ton grand-père avec Esther, qui était sa dernière femme, Marie-Esther, elle a fallu qu'elle accepte tout ça. Pas bien sûr. n'importe qui, pas n'importe quelle femme va accepter ces choses-là. Donc il y avait beaucoup d'amour entre eux, même si Ouais. l'histoire n'était pas facile. Cet amour qu'il y avait entre eux a réussi à rester fort. Et Mais ça, c'est génial. beaucoup de respect, Beaucoup de respect, beaucoup vraiment. d'honneur. Et ça dans les deux histoires. Et c'est des valeurs que j'aurais envie que notre société garde, de respect, d'honneur, de parole et de valeur. Exactement. Merci Susanna, je vais conclure avec Merci à ces toi, belles paroles. Wendy. Merci beaucoup. On embrasse tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout cette longue rencontre flamboyante. On vous embrasse. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.